Alors, bonjour, merci de vous connecter aujourd'hui à ce webinaire Stratégie pro-équité pour atteindre les enfants zéro dose. Continuez à vous présenter dans le chat votre nom, votre pays et vos fonctions pour que l'on apprenne à se connaître. Je suis Erin Brockenissen et je suis directrice du projet Gavi zéro dose et c'est en collaboration avec JSC. Et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, nous savons que nous avons différentes zones et pays collaborateurs, Nigeria et d'autres. Nous devons en comprendre les meilleurs facteurs et qui nous permettent d'améliorer nos démarches pour atteindre les enfants des zéro dose et vacciner les enfants dans les différentes communautés. Mais avant de démarrer, quelques rappels techniques. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent écouter le webinaire en français, cliquez sur l'icône interprétation et choisissez le canal français. Et pour ceux qui souhaitent continuer à écouter en anglais, restez sur le canal d'anglais ou principal canal. Pour écouter le webinaire en français, cliquez sur l'icône d'interprétation pour sélectionner le canal audio français. Ceux qui souhaitent écouter le webinaire en anglais devront sélectionner le canal audio anglais. Next slide, please. Alors, les pays, comme je le disais, sont Bangladesh, Mali, Nigeria et Ouganda. Merci de bien vouloir présenter vos questions dans la boîte de dialogue. Les intervenants y répondront dans la boîte de dialogue ou bien à la fin de notre présentation. Diapo suivante. Si à un moment ou un autre du webinaire, vous ne pouvez pas écouter, vérifiez votre connexion audio, vérifiez l'icône des écouteurs en bas de votre écran Zoom. Et si vous avez encore des problèmes, essayez de vous déconnecter, de vous reconnecter avec le même lien qui vous a été fourni. Pour poser vos questions, veuillez les adresser à tout le monde dans le chat. Nous avons une équipe d'appui, une équipe technique qui pourra vous aider si vous avez le moindre problème. Nous avons également la transcription en anglais et pour voir cette souscription, regardez en bas de votre écran et l'option CC, Show Captions. Et également, cette réunion est enregistrée et l'enregistrement vous sera bien sûr communiqué et sera téléchargé sur le site web du ZLH. Et maintenant, nous allons vous présenter notre modérateur aujourd'hui, Gustavo Correa, qui est responsable des mesures évaluation apprentissage pour le département correspondant Gavi. Il dirige ce programme d'apprentissage. Il a conçu, coordonné et géré ces projets d'apprentissage pro-équité et dont nous allons parler aujourd'hui. Et Gustavo, vous avez la parole. Merci. Merci. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour à tout le monde, ou bonsoir, ou bon après-midi, où que vous soyez dans le monde. Alors, quelques mots d'introduction sur le projet et comment il s'est réalisé et quelques éléments de contexte. Alors aujourd'hui, nous allons discuter dans le cadre de cadre rétrospectif de la stratégie zéro dose avec différentes composantes. D'abord, on a déployé les interventions dans les pays que nous avons cités auparavant, en alliance avec le Gavi et avec différentes approches également et avec un focus sur l'équité. Ensuite, nous allons euh, sélectionner les pays en accord avec les partenaires et nous avons eu différentes démarches inductives et déductives pour voir
comment se déroulait la mise en œuvre du projet. Et donc, les résultats de cet projet seront bien sûr exposés dans la deuxième partie. Ensuite, nous avons sélectionné des études de cas pour certains pays et nous avons essayé de comprendre comment tout cela a été mis en œuvre et quels sont les enseignements tirés. Donc, c'est une rétrospective, un petit peu un récapitulatif de déroulement de tout ce projet. Et nous avons toutes les expertes aujourd'hui avec nous pour vous présenter ces résultats. Nous avons différents membres d'équipe qui vont vous exposer ces parties de l'étude. Emily Evans, qui est scientifique, qui s'occupe de la recherche des services de santé. Elle est médecin et master en santé publique, fait FHI 360. Alex Sullivan, elle est également adjointe de recherche dans le même département FHI 360. Et elle a contribué à ces études de cas et à travailler avec les consultants pays de l'équipe FHI 360. Émilie, je vous passe tout de suite la parole. Bonjour, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Merci à Jessie, à Gavi. Je suis Emily Evans. Je suis désolée, le son est assez bas. Nous n'entendons pas très bien, madame. Alors, je suis heureuse d'être avec Alexis, Andrea, Natacha et Sarah. Diapo suivante. Alors, quelques éléments de contexte, les méthodes que nous avons utilisées, les résultats et quelques éléments de conclusion et les limitations. Donc, d'abord, le contexte. Alors, l'objectif, c'était donc de mettre en lumière les meilleures pratiques et les enseignements tirés dans les interventions pro-équité et indiquer quels sont les changements de programme pour améliorer l'agenda zéro dose. Donc, on va vous présenter ces éléments pour justement atteindre cet objectif. Nous avons deux types de démarches pour ces études de cas. L'une est inductive avec les pays sélectionnés selon la bonne mise en œuvre des interventions et une synthèse des éléments probants. Et l'autre, qui est déductive, la démarche déductive, où les pays sélectionnés ont été selon le taux régulier de vaccination pendant la période de COVID-19, qui ont permis justement d'améliorer cette intervention. Donc, il faut garder à l'esprit le fait qu'il s'agit d'une rétrospective et concernant les interventions pro-équité. Et nous voulons comprendre vraiment les moteurs de succès de ce type d'intervention. Diapo suivante. Alors, vous êtes tous familiarisés avec ce cadre IRMA d'intervention. Et dans le cadre des études de cas, nous allons essayer de suivre ce cadre. Et pour nous focaliser sur la pertinence de chaque intervention dans ce cadre, IRMA identifié, REACH, ce qui veut dire connecter, suivre, mesurer et plaidoyer, advocacy. Une des interventions sera sous la catégorie REACH pour le Mali et 3 sont transversales entre les autres volets identification et mesure et suivi. Alors, qu'en est-il des méthodes? J'ai dit que nous avions deux démarches, une inductive, une déductive. Pour les inductives, comme je l'ai dit, sur la base des éléments probants collectés, de mise en œuvre et déductive sur la base des résultats des estimations OMS-UNICEF de la couverture vaccinale nationale
avec, bien sûr, en consultation avec Gavi. Nous avons élaboré un modèle, un formulaire, de façon à ce que les autres organisations puissent utiliser cette méthodologie également dans leur travail. Nous avons également recruté des consultants dans les pays pour mener des interviews, des entretiens avec les informateurs clés et avoir des éléments qualitatifs d'appréciation. Ces entretiens ont été enregistrés, transcrits et analysés. Et nous avons également fait un travail de revue, d'examen, de documentation par les consultants et les Gavi et les experts Gavi, pardon. Tous les résultats d'études ont été regroupés dans ces études de cas. Diapo suivante. Donc voilà juste un aperçu de ce formulaire, de cette fiche d'étude de cas avec 5 sections et des instructions. Nous avons donc la question, nous répondons aux questions pourquoi, quoi, comment, résultat, et ensuite résultat ou suite à donner. Donc, pourquoi énoncer le problème et pourquoi une solution est nécessaire. Ensuite, quoi décrire l'intervention, comment décrire les modalités de mise en œuvre, d'adaptation, les dates, les lieux, les activités. Ensuite, les résultats, comment l'intervention a permis d'obtenir les résultats. Et ensuite, pour terminer, qu'est-ce qui vient ensuite, donc les étapes à suivre pour pérenniser les interventions et en assurer la durabilité. Diapo suivante. Donc, d'abord, je vais vous parler d'informations ou donner des informations générales, disons, sur les premiers études de cas, qui est le Cameroun, avec une démarche déductive. Et vous aurez plus d'éléments et vous pourrez vous y plonger si vous avez le temps. Alors, je vais commencer avec le Cameroun, qui était donc une démarche inductive. Si vous pouvez mettre démarche déductive d'abord. Voilà, la diapo du Cameroun. Voilà, j'étais un petit peu perdue avec la diapo. Oui, nous sommes sur le Cameroun. Merci. Alors, l'intervention a permis donc de s'appuyer sur la vaccination et l'intensification périodique des vaccinations de routine qu'on appelle PIRI en anglais, avec une micro-planification et une stratégie de communication au niveau national et au niveau local. Donc, cela nous a permis aussi de faire des démarches de porte-à-porte et l'enseignement tiré, c'est que nous avions besoin de plus d'éléments, de preuves pour améliorer l'efficacité de la microplanification au niveau géographique et l'identification des zones non couvertes. Et cela nous a aidé à développer également un tableau de bord pour identifier justement ces zones où il y a le moins de couverture et beaucoup d'enfants sans vaccination. Pour nous, dans ce cadre, la microplanification était le point le plus important au niveau des districts en particulier. Ensuite, nous avons mis l'accent sur la communication, comme je l'ai dit, au niveau global, national et au niveau local, durant ces campagnes PIRI. Donc, pour nous, le Cameroun a pu améliorer sa couverture des TP3 dans les départements où la campagne PIRI a été déployée. Donc, comme je l'ai dit, pour nous, il faudra accentuer la microplanification pour assurer l'efficacité et la durabilité de cette démarche. Diapo suivante. Passons maintenant au Tchad, où la démarche a été déductive.
Là, on s'est focalisé sur le renforcement des systèmes de santé pour améliorer la sensibilisation et l'atteinte des enfants visés. Donc, pour nous, ces aspects fondamentaux du succès ont été l'investissement dans les ressources humaines, le recrutement, la formation des équipes qui sont essentielles pour la prestation de ce service, en particulier dans les communautés défavorisées. Autre aspect a été lié au transport pour pouvoir déplacer les agents de santé communautaires ou les travailleurs de la santé et aussi pour assurer les équipements et la chaîne de froid des intrants. Et l'autre aspect fondamental, pour le maintien de la chaîne de froid, supposer des équipements de chambres froides, de camions réfrigérés et d'entrepôts également. Nous avons amélioré la couverture des TP1 entre 2019 et 2022 en dépit des défis posés par la COVID-19 en 2020. Et nous avons pu donc observer des améliorations dans les zones prioritaires et non prioritaires au cours de cette période, en particulier 2019-2020. Alors, les enseignements tirés de cette expérience surtout étaient liés à la démarche nécessaire pour garder l'élan, garder ce momentum qu'on l'appelle, et aussi un système de maintien de registre, de documentation systématique et aussi un plan durable pour la collecte des données de façon continue, ainsi que l'appropriation et l'engagement au niveau communautaire dans ce pays. Donc, ça, c'est essentiel à chaque fois pour le registre, maintien des registres et au niveau communautaire. Passons maintenant à l'exemple de la Zambie. Là, nous avons utilisé une approche inductive avec une cartographie GIS, c'est-à-dire de système d'information géographique. Et cette intervention de cartographie nous a permis d'améliorer l'identification et la couverture, en particulier dans ce district Choma, dans le cadre IRMA. Donc, on a pu obtenir des cartes détaillées qui ont été créées grâce au logiciel GIS. On a pu associer des volontaires, des agents de santé communautaires, et les cartes nous ont permis de dénombrer les foyers et tous les enfants admissibles à la vaccination. Nous avons mené une campagne massive pour toucher particulièrement les enfants zéro dose et nous avons pu les identifier. Et à partir de là, on leur a offert la vaccination à domicile. Ensuite, on a analysé les données à partir de ces cartes pour améliorer notre intervention. Ensuite, le calcul de la prévalence zéro dose. On a lancé aussi des projets pilotes dans certaines communautés, certains endroits, pour pouvoir mettre à l'échelle les interventions plus tard. Donc, on a eu des résultats en termes d'engagement communautaire, en particulier auprès des foyers avec des enfants de moins de 5 ans. Et avec cette démarche GIS, on a vu que les enfants de moins de 5 ans ont pu être enregistrés, y compris les enfants sans vaccination. Presque tous ces enfants ont pu être en fait contactés
durant ces activités de sensibilisation et de campagne. Et bien sûr, nous avons identifié les facteurs associés au problème de la non-vaccination dans ce district. En ce qui concerne les enseignements, nous avons observé qu'il fallait plus d'investissement, mais pour la mise à l'échelle, même si cette intervention a été très appréciée par l'ensemble des parties prenantes. Et nous avons aussi observé qu'il fallait améliorer les capacités, la collaboration avec les autorités de santé et intensifier ou approfondir l'approche de planification. Merci. Merci, Émilie. Alors, je vais poursuivre avec les autres études de cas, microplanification en RDC. Et là, nous avons fait 2 interventions. Un projet de microplanification grade 3 et un autre dans les zones proches de Kinshasa, zone urbaine. Et dans le cas de ce projet, nous avons donc mis l'accent sur l'engagement des parties prenantes, la création de cadres et d'estimations démographiques. Et parmi les composantes importantes, nous avons insisté sur l'engagement communautaire pour que cela serve de levier, le transfert de connaissances et la mise en œuvre de M4A. Ensuite, nous avons organisé des ateliers et aussi on a porté l'attention sur des lieux géographiques très spécifiques et plus éloignés. La mise en œuvre a été facilitée grâce à l'engagement des partenaires techniques et communautaires. En termes de résultats, pour la grille 3, les activités au niveau des zones d'intervention et au niveau des nationales nous ont permis de dégager des statistiques. En ce qui concerne la stratégie au niveau urbain, nous avons pu observer des tendances et cela nous permet de savoir comment mieux atteindre les enfants. Ensuite, nous avons amélioré la couverture vaccinale entre 2017 et 2022 dans les provinces de Machoko et on a pu aussi améliorer les autres indicateurs vaccinaux. En ce qui concerne les leçons tirées, je pense que la microplanification est très prometteuse, mais il faut plus de mise à l'échelle basée sur les données. Donc, il va falloir continuer cette microplanification ainsi que l'application des cadres de performance et de redevabilité. Diapo suivante. Passons maintenant au Mali. Et nous avons collaboré avec des groupements de femmes pour atteindre justement ces enfants zéro dose. Et dans cette intervention, nous avons travaillé en identifiant ces groupements de femmes qui étaient et qui participaient à la stratégie qu'on appelle Reach Every District Red. Plus de 300 membres de ces groupes ont pu être contactés, ont agi en tant que volontaires pour vraiment recenser les enfants, pour aussi faire des actions de communication. Et ces informateurs nous ont permis donc de créer aussi des incitations, même si nous avons eu quelques problèmes au niveau de la mise en œuvre opérationnelle. Et donc, ces incitations ont pris la forme de certains versements, nonobstant l'absence de ressources particulières.
Cette intervention a été mise en œuvre sur une période de temps très courte, malheureusement. Et pour les autres programmes, nous allons tirer des enseignements de ce cas d'étude en particulier. Et par exemple, il faut que les groupements soient appuyés dans le temps avec une assistance technique, avec une formation. Et avant qu'un programme soit mis en œuvre de cette façon, il faut vraiment recenser les moyens et s'assurer de la confiance et de l'appropriation au niveau communautaire. Alors, je vais parler aussi des quelques contraintes que nous avons rencontrées, des limitations. Nous avons mis en œuvre ces méthodes pour des études de cas inductives, comme nous l'avons expliqué au début, pour nous focaliser sur des interventions et le travail des experts. Et pour les études de cas déductives, nous avons eu quelques problèmes pour les interventions devant conduire à l'identification des enfants de zéro dose. Donc, il a été compliqué véritablement de faire les recensements que nous espérions faire. Et aussi pour recruter des informateurs clés. Également, nous avons quelques éléments limités sur l'impact des interventions. On n'a pas pu dégager toujours des tendances nationales. Il y avait également une multiplicité de perspectives qui n'étaient pas toujours alignées et la méthodologie n'a pas permis de quantifier l'impact des interventions sur la réduction des taux d'enfants non vaccinés. Donc, je vais finir avec quelques conclusions. Alors, l'engagement communautaire et l'appropriation ont été bien sûr mis en lumière dans chaque intervention. Donc, on l'a vu au travers des différentes études de cas. Il y a eu ensuite un certain nombre de questions auxquelles il n'a pas été possible de répondre avec cette approche étude de cas. Nous considérons que davantage de recherche est nécessaire pour mieux comprendre comment les pays peuvent s'adapter et mettre en place ces interventions pro-équité dans différents contextes. Et les agendas d'apprentissage de la recherche zéro dose doivent continuer et pour donner des résultats et véritablement pouvoir tirer des conclusions de l'efficacité et la performance de ces démarches interventions. Donc, si vous voulez nous contacter, nous serions très heureuses de répondre à vos questions. Vous avez vu nos emails et nous pourrons vous communiquer des éléments beaucoup plus, disons, détaillés sur l'ensemble des études de cas menées dans ces différents pays. Et nous allons passer maintenant à la présentation suivante avec la docteure Prita, qui est donc qui est professeure et directrice de l'IIHMR à New Delhi en Inde et qui a mené une campagne sur la vaccination, le vaccin conjugué contre la typhoïde. Allez-y, professeur. À toi, docteur. Merci, merci Alexis. Bonjour tout le monde, là où vous soyez dans le monde. Je veux parler aujourd'hui de la campagne vaccinale par rapport à la typhoïdée que l'on a fait au Népal et comment on a travaillé vers ces buts de dose zéro. C'est mon équipe que vous voyez maintenant sur la diapo. Je leur remercie pour leur contribution à la
préparation de cette étude et à notre travail. Donc, nous avons des transitions qui sont en cours dans plusieurs pays et Népal a un fardeau assez lourd en ce qui concerne la typhoïdie et nous voulons assurer que le Népal qualifie pour cette étude, pour ce programme. Et d'ici pendant un an, nous avons vu plus de 80% d'efficacité pour notre campagne vaccinale. Et nous avons vu qu'ils ont introduit ces vaccins dans les différentes régions du pays. La campagne vaccinale a eu lieu entre le 8 avril et le 1er mai 2022 et elle a été lancée dans les 7 provinces du Népal avec un accent sur les enfants entre 15 mois et 15 ans. Nous avons touché et avec cette campagne, nous avons ciblé une population de 7,7 millions d'enfants et nous avons réussi une couverture de jusqu'à 93%, surtout dans la région de Katmandou, la capitale du Népal. Et on a eu des couvertures entre 77% dans le district Rasuwa jusqu'à 120% dans un autre district. Nous avons fixé comme but ou bien comme objectif pour cette étude des cas de donner une vue compréhensive de ce que nous avons fait au Népal à travers les regards qui peuvent porter nos différents collaborateurs. Et pour faire cela, pour préparer cela, nous avons une approche qualitative et une revue narrative pour cette étude des cas, pour la préparation de cette étude. Nous avons travaillé avec des agences internationales, des ONG internationales, des collaborateurs et des travailleurs de santé pour comprendre quelle a été leur expérience dans la mise en place, dans les leçons, les défis auxquels ils sont fait face dans le cadre de ces programmes au Népal. Et nous avons 4 thématiques clés. Tout d'abord, on a vu que le gouvernement de Népal avait une forte intention de avancer cette campagne vaccinale. Le deuxième objectif était de renforcer les campagnes vaccinales et l'infrastructure vaccinale au niveau des pays, surtout chez les enfants et chez les enfants qui n'ont pas eu leur régime vaccinal de façon consistante depuis leur naissance. Et également, juste avant cette campagne, au Népal, il y a eu un changement de la politique publique qui disait que tous les enfants de moins de 5 ans doivent
avoir leur régime de vaccins complète. Avant, c'était la loi au Népal. La loi au Népal avant disait que c'était pour les enfants de moins de 2 ans qui avaient l'obligation d'avoir le régime vaccinal complet, mais ils ont changé cette obligation pour les enfants de moins de 5 ans. Donc, nous avons ajouté ces 3 ans et on a lancé cette campagne dans ces cadres, dans ces contextes. Cela a inclus des doses de différents vaccins et cela a aidé les travailleurs de santé à faire le suivi auprès de ces populations pour les différentes doses des vaccins. Et nous avons eu des suivis internationaux, des vérificateurs venus de l'extérieur qui ont accompagné avec les logiciels, avec les applications numériques. Ils ont suivi la mise en place et la mise en œuvre de ces programmes. Donc, on a lancé la campagne vaccinale au mois de mars, pardon, au mois d'avril, mais dès le mois de mars, on a eu des différentes activités de formation multiniveau et multisectorielles pour que les travailleurs de santé puissent reconnaître les enfants qui n'ont pas la documentation suffisante pour démontrer qu'ils ont euh, leur régime vaccinal complet et pour donner aux travailleurs de santé l'information nécessaire pour qu'ils puissent suivre les structures de la campagne vaccinale dans le contexte de l'infrastructure sanitaire qui était disponible au Népal. Nous avons également utilisé des ateliers pour la formation avec nos travailleurs de santé dans la cartographie et la compréhension du terrain. Voici, vous voyez une citation de l'un des impliqués, de l'une des personnes qui a travaillé dans ces ateliers de formation. Ils ont enseigné aux travailleurs de santé qui ont fait partie de cette campagne vaccinale la structure des registres de santé que les enfants et les personnes ont normalement au Népal pour qu'ils puissent identifier et suivre l'état de chaque patient. Deuxièmement, nous avons avancé une campagne publique de mobilisation pour inviter toutes les personnes à faire partie de cette. Nous avons on a fait cette campagne vaccinale invitant tout le monde à s'impliquer et à prendre place au sein de cette campagne vaccinale. Et voici également une citation. Cette citation a été relevée par le gouvernement et par les gens qui ont participé. Nous avons également, comme troisième pilier, avancé le carnet vaccinal pour la conscientisation, pour que les gens puissent connaître qu'est-ce que le carnet vaccinal et comment ces carnets vaccinal sert à suivre les différentes doses que les enfants sont en train de recevoir et
tout le monde dans le contexte de ces carnets vaccinaux tout le monde va être posé des questions de base pour voir est-ce qu'ils ont eu toutes leurs doses, est-ce qu'il y a des doses qui manquent et nous remettons ces carnets vaccinaux aux parents des enfants pour qu'ils puissent l'avoir et prendre ces carnets avec eux pour leur registre personnel et pour des visites futures dans d'autres installations de santé auprès des autres médecins. Et nous avons également de éléments qui vont servir pour mieux informer la récolte des données et la création d'une base de données pour les pays. Et nous avons dans ce contexte mis des milliers d'enfants dans le suivi, dans le système de suivi que nous avons mis en place au Népal. Pendant cette séance, pendant ce programme de micro-planification, on a mis l'accent sur les zones du pays et sur les groupes périphériques, sur les régions périphériques du pays. Et nous avons eu la chance de inclure ces enfants dans la campagne de zéro dose. Voici une citation également. Voici sur cette citation, la personne dit que nous n'avons pas de sérodose à Lalitpur, mais que cela a aidé à beaucoup des enfants et des familles à amener leurs enfants pour qu'ils puissent avancer leur régime de vaccins dans la clinique locale. Donc, en guise de conclusion, nous savons qu'ils ont soulevé ou bien relevé les défis, surtout dans les zones démographiques qui étaient de difficile accès et nous savons qu'il y a des zones périphériques qui sont de difficile accès auxquelles les travailleurs de santé n'ont pas accès de façon régulière. Il y a des défis des orages, des tempêtes de neige et on a fait l'effort dans le cadre de ces programmes pour revenir pour une deuxième dose, pour une troisième dose dans de différentes dates sur ces différents endroits de difficile accès. On a fait exprès ces déplacements et on a eu des défis en termes de financement également. Les travailleurs de santé, ils sont venus de façon très motivée et tous nos collaborateurs, tous les gens qui ont participé à travers tous les niveaux de la société civile, des autorités de l'État, des agences et des ONG au niveau international
Ils ont tous joué un rôle dans le financement et la mise en œuvre et mise en place de ce programme. Et nous avons des innovations qu'ils ont utilisées également dans ce contexte. Nous avons utilisé les leçons apprises des autres campagnes vaccinales parce qu'on a eu une campagne vaccinale MMR et ils ont utilisé les leçons apprises de cette campagne vaccinale de l'année auparavant pour améliorer la mise en œuvre de notre programme. Merci beaucoup à l'équipe FHI pour cette discussion aujourd'hui. Nous avons maintenant quelques minutes pour les questions-réponses, la foire à questions. Et si vous avez des questions en tant que membre du public, on vous invite à mettre ces questions dans le chat, dans la fonction Q&A, et nous ferons de notre mieux pour répondre à vos questions. La première question pour le groupe FHI, quand nous parlons du GIS, il y a eu déjà certaines réponses, éléments de réponse qui ont été partagés. Mais est-ce que vous pouvez approfondir sur ce qui a été partagé dans le clavardage? Oui, Gus. Je viens de partager une question et je crois que vous posez la question du coût. Quel est le coût de ces services GIS, ces services de visualisation géospatiale? Nous voulons commencer ce travail pour visualiser, pour voir quel est, dans le contexte spécifique de la Zambie, quelles sont les régions que nous voulons toucher, et il faut préparer, planifier les budgets dès le début. Oui, mais je crois que la question est quel est le coût et est-ce que c'est un coût soutenable sur le long terme? Donc, je suis curieux, est-ce que nous pouvons le tenir sur la longue durée? Est-ce que nous savons que ces outils peuvent être assez effectifs dans la réduction de coûts et dans les ciblages des zones prioritaires pour utiliser ces ressources de cartographie géospatiale dans la mise en œuvre de nos programmes de façon assez ciblée, assez systémique et pour la récolte des données et la planification. Donc, est-ce que le coût est justifié et comment peut-on payer ou bien financer d'après vos études de cas et justifier l'effectivité de cette dépense? Et dans l'étude de cas que vous avez présentée, on a vu que
C'était une approche spécifique à la Zambie, n'est-ce pas? Oui, je crois que c'est un volet prioritaire pour tenir en tête dorénavant et commencer à intégrer de plus en plus pour parler de la sustainabilité à long terme pour la Zambie et pour les autres pays et développer cette capacité au niveau national pour qu'ils puissent continuer à utiliser ces outils, ces logiciels. Mais je dois reconnaître que par rapport à l'effectivité de ces coûts, il y a beaucoup de données à récolter encore pour présenter ces justifications. Oui, pouvez-vous parler un peu de comment vous avez sélectionné ces études de cas? Oui, la méthodologie de ces études de cas, ce que nous avons fait est ou bien avoir une intervention avec des données. On a choisi à partir des cas dans lesquels on a les plus de données et nous voulons comprendre pourquoi est-ce que ces études de cas ont eu des succès. On a assez de documentation pour démontrer qu'il y a une tendance, une adaptation dans le comportement qui est renforcée par les données présentes parce que nous avons une approche qualitative. Il est difficile de démontrer un succès au niveau quantitatif ou bien de effectivité des coûts, mais si nous pensons à comment une intervention a été adaptée au niveau local, comment elle a été mise en place, mise en œuvre. Merci, merci Émilie. Et pour revenir sur ce point, en ce qui concerne l'approche programmatique, le registre commun, pas seulement pour le GIS, pour l'utilisation du GIS et ces outils géospatiaux, mais on doit chercher à intégrer les autres éléments que nous avons vus dans ces études de cas pour augmenter l'effectivité de nos campagnes. Oui, et si je peux ajouter, ça, c'est une chose que nous avons repérée dans le district Joma en Zambie. Il y a des personnes qui vont bénéficier de cela et on doit utiliser ces approches à travers tous les programmes, pas seulement dans les programmes d'immunisation vaccinale. Donc, on a vu ça dans nos études. Oui, il y a une autre question en ce qui concerne l'utilisation de ces études de cas dans le contexte humanitaire. Est-ce que c'est une chose que on peut utiliser? Je crois que c'est une question plutôt pour Gabi. D'après notre perspective, ces pays cibles, oui, on a utilisé l'une des barrières en place est due au conflit social et politique et les familles doivent naviguer des différentes activités d'immunisation, d'activités de santé dans le contexte de
l'instabilité et nous savons que il y a beaucoup de ces aspects de l'instabilité sociale et politique qui a un impact direct sur le manque d'immunisation chez les enfants. Donc, si vous avez une région, une zone dans laquelle vous avez déjà une intervention, pour voir comment est-ce que cela a été contextualisé, comment est-ce que ça a été mis en place, ces programmes auparavant, et comment peut-on parler avec les gens qui font le travail sur le terrain pour avoir leur perspective par rapport à ce que a eu un effet positif. Est-ce que ça a été dû à l'utilisation de certaines médecines, à la formation, aux ateliers de travailleurs de santé, à l'infrastructure? Et ces études de cas nous aident à mieux comprendre les perceptions, les réussites et les leçons au sens plus large de chacun des districts, de chacun des régions et des programmes. Et après cela, on peut commencer à intégrer les données dans nos interventions plus ciblées. Oui, je vois que nous avons nous sommes presque à la fin. Il y avait une question par rapport au est-ce que nous pouvons suivre les différentes campagnes de façon programmatique. Est-ce qu'il y a des éléments de ça dans l'étude des cas? Oui. Oui, il y a également des études indépendantes avec des résultats avec des communautés de difficile accès et cela peut nous aider. C'est tout que nous avons pour l'instant. Oui, donc je dois reconnaître que nous sommes à l'heure. Donc, merci beaucoup à tous pour avoir rejoint notre discussion aujourd'hui. Nous allons partager l'enregistrement avec vous tous et si vous avez des questions, mettez les questions sur le clavardage et nous allons répondre à toutes ces questions et partager les réponses avec vous tous. Merci beaucoup et à la prochaine. Pour confirmer, cet enregistrement va être partagé sur notre site web et nous avons notre prochain webinaire le mois prochain. Vous pouvez trouver l'information en ligne. Également, nous aurons envoyé un sondage post-webinaire pour que vous puissiez nous donner vos pensées, vos suggestions, etc. Merci beaucoup et très bonne journée. Merci. Merci.